Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je m'appelle Toutsnenaner Dinartine, donc je suis professeur d'anglais au lycée technique et professionnel d'Antsirabé. C'est un honneur pour moi de vous présenter ma communication qui s'intitule L'intégration des ressources éducatives d'American English pour promouvoir l'inclusion et l'équité dans le cours d'anglais au lycée technique et professionnel d'Antsirabé. Donc, avant d'entrer dans les détails, donc j'aimerais vous parler un peu du site web American English. Donc, c'est un site web que tout le monde peut avoir accès, donc americanenglish.state.gov. Donc dans ce site web, on peut trouver des ressources que l'on peut utiliser dans nos cours d'anglais. Cette expérience a été menée au lycée technique et professionnel d'Antsirabé de janvier à juin 2023 dans 5 classes de deuxième année, équivalent de classes de première composées de 40 à 60 élèves, totalisant de 100 à 300 apprenants. Cette intégration des ressources éducatives de l'American English a pour objectif de répondre à la problématique suivante: comment créer un environnement d'apprentissage inclusif et équitable qui valorise et engage chaque apprenant. Comme vous le savez tous, dans le contexte actuel, l'inclusion et l'équité des élèves sont des priorités centrales. Cependant, de nombreux enseignants font face à des défis de trouver des ressources éducatives gratuites et libres de droit et qui répondent aux besoins spécifiques des apprenants. Deuxièmement, les élèves présentent une grande diversité de compétences linguistiques, de styles d'apprentissage et de besoins éducatifs. Donc, il n'y a pas de classe hétérogène, donc homogène, pardon. Les classes sont hétérogènes. Et troisièmement, les ressources éducatives traditionnelles peuvent être coûteuses et limitées en termes de diversité et d'adaptabilité. Il est donc crucial de trouver des ressources gratuites, libres de droit et adaptables afin d'améliorer la réussite et la performance des élèves. Ainsi, l'intégration des ressources éducatives libres disponibles sur le site web d'American English constitue donc une solution pour résoudre les défis rencontrés par les enseignants. Comme objectif général, donc, notre communication vise à améliorer l'inclusion et l'engagement des élèves dans l'apprentissage de l'anglais grâce à l'utilisation des ressources éducatives d'American English, comme objectif spécifique 1, donc, faciliter l'adaptation des ressources éducatives en ligne pour répondre aux besoins individuels des apprenants en anglais. Et le deuxième objectif spécifique, c'est de promouvoir des activités d'apprentissage interactives et engageantes à travers l'utilisation des enregistrements audio, des manuels et des jeux de société interactifs afin de favoriser la participation active de tous les élèves. Et le troisième objectif spécifique, c'est d'évaluer l'impact de l'utilisation de ces ressources sur l'amélioration de l'engagement des élèves et de leur performance en anglais. Donc, les démarches que nous avons adoptées, donc, la première étape consistait à analyser les besoins des apprenants en anglais dans les classes ciblées. Ensuite, nous avons sélectionné des ressources éducatives disponibles sur le site web d'American English en fonction des besoins que nous avons identifiés. Nous avons ensuite adapté et personnalisé ces ressources aux besoins spécifiques des apprenants. Et après, nous avons intégré ces ressources que nous avons adaptées dans le programme d'enseignement existant. Et la dernière étape, nous avons évalué l'impact et nous avons ajusté les ressources. Comme impact, donc, le premier impact notable est l'amélioration de l'engagement des élèves en classe. Et on a également constaté une participation accrue des élèves, même parmi les élèves les moins actifs. Donc, cela a renforcé l'inclusion. On a également
observé un renforcement de la motivation des apprenants. Donc, les apprenants sont plus motivés grâce à l'utilisation de ces ressources. Et le dernier, mais pas le moindre, nous avons observé un progrès dans les résultats académiques, c'est-à-dire une augmentation des notes aux évaluations d'anglais. Les actions à mettre en œuvre afin de poursuivre les avancées. Donc, il est nécessaire de renforcer la formation des enseignants sur l'intégration efficace des ressources pédagogiques disponibles sur le site web d'American English dans leur pratique quotidienne. Par exemple, comme mon cas, donc, avec mes collègues, nous avons déjà formé des professeurs d'anglais sur l'intégration de ces ressources dans leur pratique quotidienne. Comme deuxième action, il est nécessaire de mettre en place des sessions de partage d'expériences entre enseignants pour favoriser l'adoption et l'adaptation des meilleures pratiques identifiées. Par exemple, dans ma région, nous avons une communauté de pratique entre les professeurs d'anglais. Donc, pendant des séances, nous faisons des partages d'expériences, des manières pour gérer la classe, les techniques à utiliser pendant les cours d'anglais. Voici donc les références qui ont guidé notre travail. Et ici, vous pouvez voir le site web où vous pouvez trouver des ressources éducatives que vous pouvez adapter, utiliser dans vos cours d'anglais. Mesdames et messieurs, ma présentation touche à sa fin. Merci pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mevarazon Adjiansou. Sur le plan professionnel, je travaille au lycée français de Tananarive et je coordonne le dispositif d'accompagnement à l'inclusion scolaire. Dans le cadre de mon Master 2 en métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, spécialité éducation et pratique inclusive à l'Université de Lorraine, j'ai mené une étude sur les gestes et postures des enseignants au service de l'inclusion des élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation. Cette recherche s'inscrit dans le cadre de mon mémoire réalisé dans un établissement de l'AEFE qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et qui est situé à Madagascar. Donc c'est un établissement situé à Madagascar mais qui suit le programme éducatif français. Ma collecte de données a été effectuée dans une classe ordinaire de collège de 3e. La classe compte 25 élèves, dont 2 élèves reconnus en situation de handicap. Selon la loi française 2502, dite loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les élèves reconnus en situation de handicap et qui sont inclus dans une classe ordinaire disposent d'un plan d'accompagnement qui est le projet personnalisé de scolarisation. C'est donc un document qui définit le déroulement de la scolarité des élèves en situation de handicap et qui prend en compte leurs besoins spécifiques en proposant des adaptations pédagogiques, des aides humaines et des dispositifs spécifiques pour garantir leur réussite scolaire. Cette étude revêt un intérêt à la fois institutionnel et scientifique. Institutionnellement, la circulaire de rentrée de 2022 pose le principe de la prise en compte des besoins spécifiques des élèves à travers l'adaptation de l'environnement scolaire. Scientifiquement, les travaux d'Alain Bach et ses collègues mettent en lumière plusieurs difficultés rencontrées par les enseignants qui travaillent avec les ESH. Ces difficultés incluent une charge de travail accrue liée aux aménagements pédagogiques et au suivi individualisé, et puis la gestion de classes hétérogènes où cohabitent des élèves avec et sans handicap. Et cela pose des défis de différenciation pédagogique pour répondre aux besoins de tous les élèves. À travers cette étude, j'ai cherché à comprendre quels gestes et postures des enseignants favorisent l'inclusion des élèves en situation de handicap. Pour mener à bien cette recherche, j'ai mobilisé le cadre théorique de Bucheton, qui a identifié plusieurs types de gestes et de postures professionnelles jouant un rôle crucial dans l'enseignement.
Voici quelques exemples. Il y a les gestes de pilotage, c'est-à-dire les gestes qu'utilise l'enseignant pour annoncer le plan de la séance en début de classe. Les gestes de tissage qui visent à établir des liens entre différentes matières pour permettre la compréhension des élèves. Les gestes d'étayage qui consistent à poser des questions ou à fournir des indices pour guider la réflexion des élèves. Les gestes d'atmosphère qui contribuent à créer un environnement favorable aux apprentissages. Et puis, il y a les différentes postures. La posture de contrôle, c'est lorsque l'enseignant dicte les règles de la classe de manière ferme pour maintenir l'ordre. La posture de lâcher prise, lorsque l'enseignant permet aux élèves de choisir leur groupe de travail ou de s'auto-organiser. La posture d'enseignement, lorsque l'enseignant explique une nouvelle notion devant la classe, et la posture du magicien lorsque l'enseignant raconte des histoires captivantes ou des anecdotes personnelles liées au sujet de la leçon pour maintenir l'intérêt des élèves. Passons maintenant aux hypothèses que j'ai formulées. Alors la première hypothèse, c'est que les enseignants rencontrent des obstacles dans la préparation et la mise en œuvre de leurs séances d'enseignement. Cette hypothèse se base sur les travaux d'Allenbach et ses collègues qui montrent que l'inclusion des élèves en situation de handicap pose des défis spécifiques aux enseignants, notamment en termes de gestion de temps et de différenciation pédagogique. La seconde hypothèse, c'est qu'il est possible d'identifier des gestes et postures enseignants servant de levier pour accompagner les élèves en situation de handicap. Cette hypothèse est fondée sur les travaux de Buchetan et Soulet qui décrivent comment certains gestes et postures peuvent créer un environnement d'apprentissage plus inclusif et efficace. Pour atteindre l'objectif de ma recherche, qui est l'étude des gestes et postures des enseignants au service de l'inclusion des élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation, j'ai mis en place plusieurs méthodes de recueil de données. D'abord, j'ai mené des entretiens semi-directifs avec les enseignants pour recueillir leurs perceptions et leurs expériences. Ensuite, j'ai recueilli leurs fiches de préparation pour comprendre comment ils planifient et organisent leurs cours. J'ai réalisé des observations en situation pour voir les pratiques effectives des enseignants. Et j'ai également conduit des entretiens d'autoconfrontation où les enseignants ont pu commenter leurs propres pratiques après visionnage des vidéos de leurs cours. Pour cette étude, j'ai sélectionné 4 enseignants volontaires du collège. Et ce choix, c'est pour obtenir une variété de points de vue et de pratiques. 2 enseignants de matière littéraire et 2 enseignants de matière scientifique. Et puis, il y a eu 2 élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation. Cela m'a permis d'observer et d'analyser l'application des pratiques inclusives sur le terrain. Et enfin, après avoir recueilli et organisé toutes ces données, j'ai effectué l'analyse des résultats. Alors, voici donc quelques résultats saillants. Il existe des obstacles et également des leviers dans les gestes et postures enseignants. Pour commencer, un des premiers obstacles, c'est le temps de préparation important nécessaire pour la conception de documents spécifiques par l'enseignant. Donc, ça inclut dans la mise en œuvre dans la salle de classe, des plans de cours modifiés, des supports de cours à adapter et des fiches de travail personnalisées. Ensuite, un autre obstacle, c'est lié à l'emplacement de l'enseignant qui se place devant la classe. Et l'élève en situation de handicap est placé derrière un autre élève qui est plus grand. Donc, l'enseignant a du mal à voir l'élève qui est en train de s'endormir pendant son cours. Ensuite, autre obstacle, les enseignants ressentent souvent une tension entre la nécessité d'individualiser l'enseignement pour répondre aux besoins spécifiques des ESH, et puis il y a la gestion globale du groupe classe. Donc cette dualité complique l'organisation de l'enseignement. Et enfin, la gestion de l'hypersensibilité, notamment d'un ESH. Dans son projet personnalisé de scolarisation, il est préconisé de lui donner des temps de pause, de lui permettre de sortir de la classe. Et cet élève demande à sortir fréquemment de la classe. Donc ça perturbe le déroulement de la leçon. Ensuite, nous allons passer aux leviers identifiés. Alors tout d'abord, un levier efficace, c'est le positionnement stratégique de l'enseignant devant la classe pour capter l'attention des élèves, mais également des élèves en situation de handicap, en maintenant un contact visuel.
Et cela aide à maintenir l'engagement des ESH et leur participation. Ensuite, l'enseignant joue un rôle de facilitateur. Il aide les élèves à suivre les étapes de la séance et à rester concentrés sur leurs tâches. Et puis, un enseignant a écrit les notes au tableau au lieu de dicter le cours. Donc cela a vraiment aidé les ESH à suivre et à structurer leurs apprentissages parce que c'est un support visuel clair et constant. Ensuite, la reformulation des consignes permet à l'enseignant de clarifier ses attentes et permet également pour lui de s'assurer que tous les élèves, y compris les ESH, comprennent bien ce qui est attendu d'eux. La sollicitation régulière de l'ESH pour vérifier sa compréhension et son engagement aide à maintenir une connexion continue. Et puis, la mise en place d'un système de tutorat entre élèves, ça permet d'offrir un soutien complémentaire et encourager un environnement collaboratif. Et enfin, le passage fréquent des enseignants entre les rangées permet de fournir un soutien individualisé et de répondre rapidement aux besoins spécifiques des élèves. Ces résultats montrent à la fois les défis à surmonter, mais également les gestes et postures efficaces pour améliorer l'inclusion des élèves en situation de handicap. Malgré les points forts de cette recherche, certaines limites doivent être mentionnées. D'abord, la population de recherche n'est pas suffisamment diversifiée pour généraliser les conclusions à l'ensemble de la communauté éducative. Ensuite, les pratiques observées peuvent être spécifiques aux particularités de l'établissement étudié. Et enfin, les entretiens semi-directifs et les entretiens d'autoconfrontation reposent sur les déclarations des enseignants, et ce qui peut introduire un biais subjectif. Pour conclure cette présentation, je vais aborder des pistes d'innovation pédagogique que j'ai pu identifier à la suite de ma recherche. Ces pistes se divisent en deux axes principaux, l'innovation pédagogique dans la recherche et l'innovation pédagogique en termes de formation. Pour l'innovation pédagogique dans la recherche, tout d'abord, la sensibilisation des enseignants à l'importance de la recherche pourrait améliorer leur pratique pédagogique. Par exemple, j'ai créé une grille d'observation en mobilisant, en adaptant la grille de Bucheton avec au contexte spécifique du projet personnalisé de scolarisation. Donc sensibiliser les enseignants à la recherche, à la construction des outils et ensuite comment réussir à remplir la grille d'observation pourrait leur permettre de prendre du recul et d'analyser leurs pratiques. Ensuite, je suis consciente qu'il s'agit là d'une recherche dans un contexte particulier. Et pour compléter cette recherche, il serait intéressant de mener une étude comparative sur les gestes et postures des enseignants dans l'accompagnement des ESH dans un ou des collèges à Madagascar. Cette comparaison pourrait révéler des pratiques spécifiques et efficaces, adaptées au contexte des établissements ou des établissements étudiés. Voilà. Donc, étudier comparativement les gestes et postures enseignants dans la recherche pourrait offrir des pistes concrètes pour l'amélioration de l'inclusion scolaire. Pour ce qui est des pistes pour l'innovation pédagogique dans la formation, l'utilisation des entretiens d'autoconfrontation pourrait être intégrée dans les dispositifs de formation initiale et continue des enseignants. Ces entretiens permettent aux enseignants de revoir et d'analyser leurs pratiques. Par exemple, durant mes entretiens d'autoconfrontation, des enseignants précisaient que rien qu'en faisant cet entretien, ça les avait aidés à réfléchir à leurs propres pratiques sans que personne ne revienne dessus, mais cela leur a permis de prendre un temps de réflexion. Et enfin, organiser des sessions de réflexion entre enseignants serait bénéfique. Ces sessions offriraient un espace de partage, d'expériences et de bonnes pratiques, favorisant ainsi une culture de collaboration entre enseignants. Et ça permettrait d'enrichir également les pratiques. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Fulatina Manchal Razana Jakutu, doctorante en anthropologie au sein de l'école doctorale sciences humaines et sociales de la faculté des lettres et sciences humaines
de l'université d'Antananarivo. Dès le départ, je tiens à préciser que j'ai vraiment très peu d'expérience en éducation, encore moins en pédagogie, mais la communication que je vais vous présenter aujourd'hui se veut de partager une action inédite qui devrait contribuer à de nouvelles connaissances sur les défis et les réalités de l'école en milieu rural à Madagascar. Mes recherches de terrain se portent initialement sur les comportements autour des sites d'exploitation minière à Madagascar. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amenée à effectuer un déplacement à Besuicha, à environ 600 km de la capitale, en passant par Fianarantsoa, puis Ambalavo sur la route nationale 7. Ensuite, au niveau de la montagne touristique de Fandana sur la route vers Iusi, il faut emprunter des pistes impraticables pendant 12 heures en voiture tout-terrain avant d'arriver à destination. Et les seules personnes qu'on croise durant ce trajet sont des hommes avec des fusils de chasse et des hachettes qui sont, on dit qu'ils sont des Dahalu. Et c'est après ce long voyage que j'ai découvert au cœur de la mine, entre les dortoirs et le réfectoire des miniers, une salle de classe qu'à première vue, on va dire, improvisée. D'où l'intitulé de ma communication, une école dans les mines. Par mine, on entend un site où l'on exploite un gisement de matière minérale, mais aussi un site où se retrouvent les services nécessaires à la vie en communauté. Quand on parle d'école dans les mines, évidemment, cette école est une école non formelle de par son éloignement et le nombre de classes qu'elle compte. Et elle n'est rattachée ni au système privé ni à l'administration publique. Cependant, elle essaie tant bien que mal de suivre et de s'adapter au programme scolaire établi par le ministère de l'Éducation nationale, entre autres l'apprentissage du malgache, du français, du calcul et de l'éducation civique. Et comme l'innovation pédagogique est au cœur de notre sujet, je vais partager comment les instituteurs de cette école ont adapté la pédagogie classique à d'apprentissage à la diversité des élèves dans les mines et aux conflits socio-cognitifs dans l'interaction apprenant-enseignant. En partant de l'hypothèse que l'école non formelle dans les mines est une alternative pour ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, j'ai pu recueillir des données auprès du couple propriétaire de la mine que je vais appeler sponsor du projet, des instituteurs et à travers de brèves observations des élèves. Mes travaux de terrain pour ma recherche personnelle se sont déroulés en 2 temps. D'abord en 2022 à travers une phase d'observation de comportement en termes de transactions sociales et ensuite cette année 2024 avant l'appel à projet, une phase d'observation improvisée du déroulement de la classe. Ces observations ont permis de mettre en exergue que l'école dans les mines répond à l'objectif principal de promouvoir l'éducation pour tous dans une zone totalement enclavée, sans accès aux commodités de la vie urbaine. En termes d'innovation pédagogique, les démarches pédagogiques utilisées ont été adaptées en fonction du contexte où prévalent la différence d'âge, la différence du niveau d'instruction d'origine des élèves, ainsi que les préjugés sociaux. Et ce contexte, c'est dans le cadre de la société traditionnelle d'où les élèves sont d'origine. Par exemple, les étapes 1 à 3 de la démarche, comme nous pouvons voir sur les diapos, constituent le programme de préscolaire établi par le ministère de l'Éducation nationale. Mais ici, il a été combiné au programme de la 11e et de la 10e. Ensuite, par rapport au volume horaire proposé par le ministère de l'Éducation, qui est de 27 heures par semaine, il a été réduit à seulement 16 heures par semaine à cause de l'éloignement des villages d'origine des élèves et aussi à la sécurité. Donc les élèves travaillent de 8h à 12h30 avec une pause de 30 minutes vers 10h30. En termes d'inclusivité, le sponsor du projet
a vraiment opté pour l'égalité de participation des élèves au programme scolaire proposé à travers des dons de fournitures scolaires complets, à travers la cantine, à travers les goûters qu'ils offrent pendant les pauses, pour que tous ces élèves bénéficient ensemble des conditions favorables pour apprendre. Les impacts de cette innovation sont assez conséquents et évolutifs si on regarde depuis l'année 2022. Les résultats scolaires sont assez bons. Il y a un très faible taux de redoublement. Et puisque les premiers élèves sont passés en classe supérieure, on a recruté un enseignant pour s'occuper de la nouvelle classe de 11e. Et cet enseignant est un ancien chef 2 ans d'administration pédagogique, donc il a plus d'expérience pour pouvoir gérer vraiment la différence d'approche pour ces élèves qui n'ont jamais été à l'école. En résumé, cette expérience que je vous ai partagée aujourd'hui répond quelque part au défi de l'éducation fondamentale pour tous, à savoir que ces élèves bénéficient d'une formation conçue pour répondre à leurs besoins éducatifs fondamentaux, au cours de laquelle ils auront acquis des compétences sociales de résolution de problèmes dont ils auront besoin pour survivre, pour travailler, pour améliorer la qualité de leur existence. Et en parlant de défis, c'est vraiment un défi quotidien pour chaque acteur au sein de cette école. Défi pour les sponsors qui doivent vraiment investir en termes de nourriture pour nourrir les 50 élèves et aussi les 129 travailleurs au sein de leur mine. Défi pour pour les instituteurs qui doivent toujours s'attendre à des surprises chaque jour. Par exemple, il y a eu une journée où il n'y avait que 10 élèves en tout, puisque il y avait des funérailles au village et les funérailles dans le sud, ça dure 1 semaine. Et les instituteurs doivent s'adapter à ces problèmes, je dirais problèmes, parce que ça va impacter dans la poursuite du programme et d'apprentissage. Et ils doivent s'adapter à chaque fois à des surprises comme cela. Et enfin, pour les élèves, c'est vraiment une adaptation d'aller à l'école et d'entrer dans une salle de classe comme ils sont habitués à, je veux dire, traîner dehors toute la journée. Et enfin, en termes de projection, j'ai parlé récemment au couple de sponsors et ils projettent de mettre en place un programme de formation professionnelle pour les élèves qui auront atteint l'âge majeur à la fin de la future classe à la fin du primaire. Et il propose aussi d'inscrire les élèves de la future classe de 7e à l'examen du CEPE. Et enfin, pour avoir un petit aperçu de l'endroit où a été effectuée notre recherche, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment il y a un paysage typique de Madagascar avec la savane et la verdure. Et au milieu, numéro 2, on a le réfectoire, le dortoir des ouvriers miniers. Et le bâtiment numéro 1, c'est la nouvelle école construite un peu à l'écart du site, qui comportait 2 classes, une infirmerie, d'une épicerie. Et donc voilà, ainsi s'achève ma présentation. Merci pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Lysidonie Villemar, étudiante en master au sein de l'Institut supérieur des sciences, environnement et développement durable à l'Université de Tuamasin. C'est un immense honneur pour moi d'être ici devant vous aujourd'hui en vue de présenter le fruit du travail de recherche sur discrimination des autistes dans les écoles primaires, cas de la Siskoto-Masna, région Atsnana. En 2013, la population scolarisable pour le primaire 6 à 10 ans est de 3 114 000 enfants. Les enfants en situation de handicap représentent environ 15%, soit 470 000 enfants.
Selon l'enquête en 2016 effectuée par le ministère de l'Éducation nationale, environ 2,2% des enfants en situation de handicap sont inscrits à l'école primaire. L'OMS, en 2017, estime que 1 sur 160 enfants présenterait un trouble du spectre de l'autisme dans le monde. L'autisme est un sujet encore méconnu, mais qui ne cesse pas d'augmenter. En 2023, cette étude est réalisée sur le propos de discrimination des autistes dans les écoles primaires, cas de la Siskoto-Masna, région Atsnana. Existe-t-il une discrimination des autistes dans les écoles privées par rapport au public? L'insuffisance d'infrastructures et des enseignants est remarquable concernant cette situation, nécessitant l'implication majeure de l'État. Comme objectif général de cette étude, déterminer le nombre d'enfants autistes dans les écoles primaires dans la commune urbaine de Tuamasn et de proposer une contribution à l'intégration sociale. Comme objectif spécifique, identifier le taux des enfants autistes scolarisés. Ensuite, repartis par sexe et âge les enfants autistes. Et enfin, comparer l'éducation entre la classe intégrée et la classe ordinaire. Les démarches adoptées sont recueil bibliographique, observation directe, enquête auprès des parents et enseignants des enfants autistes, focus group au sein de l'association Autisme Madagascar Antenne Tuamasn et le traitement de données et analyse statistique. Voici quelques impacts de l'innovation. Premièrement, l'amélioration de l'inclusion sociale. L'innovation pourrait contribuer à une meilleure intégration sociale des enfants autistes dans les écoles primaires à Tuamasn en identifiant les facteurs qui favorisent leur participation à la vie scolaire et sociale. Deuxièmement, renforcement des capacités des enseignants. En recommandant le renforcement de formation professionnelle, l'innovation pourrait avoir un impact significatif sur les compétences des enseignants pour répondre aux besoins spécifiques des enfants autistes, améliorant ainsi la qualité de l'éducation pour tous les élèves. Troisièmement, réduction des inégalités d'accès à l'éducation. En proposant d'augmenter le nombre d'écoles spécialisées et le nombre d'écoles ordinaires qui accueillent des enfants autistes, l'innovation pourrait réduire les inégalités d'accès à l'éducation pour les élèves autistes en offrant des options éducatives adaptées à leurs besoins. Et enfin, l'expansion de services spécialisés. L'innovation pourrait intensifier l'opérationnalisation de l'association Autisme Madagascar et créer un réseau de surveillance dans les communautés locales et regrouper les docteurs spécialistes en handicap, surtout en autisme, afin de faciliter l'intégration sociale des enfants autistes. Pour poursuivre les avancées, voici quelques actions à mettre en œuvre. Première action, renforcer le programme de formation des enseignants, c'est-à-dire proposer des programmes de formation continue axés sur les besoins spécifiques des enfants en mettant l'accent sur les stratégies pédagogiques adaptées et la gestion de comportement. Ainsi, développer les ressources éducatives adaptées en créant du matériel pédagogique et des outils d'apprentissage spécialement conçus pour répondre aux besoins des enfants autistes en favorisant leur participation et leur engagement dans le processus d'apprentissage. Deuxième action, élargir le réseau d'écoles spécialisées et inclusives, c'est-à-dire augmenter le nombre d'écoles spécialisées et ordinaires qui accueillent des enfants autistes, ainsi que les ressources disponibles pour les enfants autistes, en travaillant en collaboration avec les autorités locales, les ONG et les partenaires internationaux. Puis, promouvoir la sensibilisation et l'inclusion sociale de ces enfants en organisant la campagne de sensibilisation dans les écoles, dans les communautés locales, pour promouvoir l'inclusion sociale de ces enfants, en encourageant la compréhension, le respect et l'acceptation de la diversité.
Ainsi s'achève mon intervention. Merci de votre aimable attention. Bonjour à tous et bienvenue à tous les participants qui viennent de l'autre province comme moi. Fanny Toutoarson, étudiant en master recherche en mathématiques à l'École normale supérieure Fianarantsoa, Université de Fianarantsoa. C'est un immense honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui. Notre thème de communication s'intitule « À la gestion de l'enseignement face aux troubles d'apprentissage des élèves ». La réussite scolaire est le principal objectif de toutes les écoles. Les parents, les enseignants et les élèves fournissent des efforts pour atteindre cet objectif. Puis souvent, les élèves d'une même école ou à un même niveau reçoivent la même éducation. À titre d'exemple, les élèves dans la classe de 3e bénéficient et suivent le même programme scolaire, peu importe la répartition des classes. Mais pourquoi il y a ceux qui échouent et ceux qui réussissent lors d'un examen BPC? C'est ce que nous observons chaque année. Mais la question se pose, qu'est-ce qui cloche derrière cet échec? En fait, c'est par le biais de l'enseignement à la performance scolaire des élèves, c'est qu'on fonctionne. Oui, il existe plusieurs influençant la performance des élèves, y compris son environnement scolaire ou la qualité de l'enseignement. Alors, quelle approche pédagogique peuvent répondre aux besoins spécifiques de chaque élève? Notre objectif est de perfectionner l'enseignement pour assurer la réussite de chaque élève et de bien accompagner les enseignants afin que ces difficultés soient soutenues tout au long de leur parcours scolaire. Dans ce contexte, il est primordial de promouvoir l'inclusion et l'équité à l'école, car l'implication des élèves dans la construction de leur propre savoir est une opportunité pour eux d'acquérir des connaissances. Entrons maintenant dans les démarches adoptées. Notre zone d'étude s'agit de 2 collèges, un privé et l'autre public. Le privé, c'est l'école privée, le collège privé Fitage au sein des programmes CRS. CRS, c'est Centre de renforcement éducatif et scolaire qui a été inventé à Haute-Matière Fianarantsoa en 2006. Et les collèges publics, c'est des collèges d'enseignement général en Batvouri Fianarantsoa. Nous avons observé des classes. Ensuite, nous avons fait des enquêtes, entretiens et des documentations pour consulter des programmes de formation organisés par le ministère de l'Éducation nationale et après l'interprétation. Notre observation nous a permis de constater que dans le collège d'enseignement général Lambatvouri Fianarantsoa, les effectifs des élèves sont beaucoup nombreux par rapport à l'effectif des élèves dans le collège privé Fitard. Cet effectif présente une contrainte pour l'enseignement de bien apprendre les élèves un par un. Donc, les cours ou corrections des exercices se font au magistral. De nombreux facteurs empêchent l'enseignement de bien connaître la personnalité de son élève. Alors que ce point est important pour savoir l'approche qui peut s'adapter avec l'élève. Par contre, dans le collège privé Fitarge, le climat dans la salle de classe est presque bien car 80% des enseignants enquêtés sont conscients de la diversité des élèves. Seulement la moitié ne trouve pas encore, mais 50% sont conscients et pratiquent les pédagogie différenciée pour enseigner les élèves. Apparemment, il témoigne son efficacité à travers les résultats scolaires. Car 100% des réussites chaque année sur l'examen du BPC. Mais l'année dernière, c'est 98%. C'est à cause
d'une raison. C'est pour une raison, car l'un de cet élève ne fait pas de l'examen BPC à cause des problèmes familiaux. À la vie des jeunes, pour les saisir en bas de fourfé en dessous, pensent qu'ils sont négligés par les enseignants parce qu'ils ne sont pas au niveau. Pour les collèges privés Fitage, 35 sur 40 élèves jeunes sont terribles de dire que les profs sont cool, ils donnent des soutiens scolaires pour les faibles. Puis, les uns entre les uns s'entraident à travers des binômes fixes pour l'année scolaire. L'enseignant pratique donc la pédagogie par objectif. Cette innovation pourrait avoir des impacts significatifs sur l'évolution des élèves, la réputation de l'établissement, la compétence des élèves, sur la création d'un climat scolaire favorable et aussi impact au niveau de la société. Pour poursuivre cette innovation, il est nécessaire d'adopter une loi sur la pratique pédagogique qui impose l'utilisation d'une méthode pédagogique uniforme dans tous les établissements publics. De plus, de la continuité de la formation des enseignants. Nous proposons donc à tous les acteurs de l'éducation, plus précisément les enseignants au collège, d'enseignement général, de pratiquer la pédagogie diversifiée. Ainsi, ça c'est mon intervention, mais il est important de noter que cette innovation est bien réalisable pour avoir une meilleure éducation de Madagascar, qui répond aux besoins spécifiques des élèves. Cette expérience était faite à Fianarantsoa en 2022, après le confinement. Et j'espère bien que ça se voit dans cette salle. Je suis le plus zen des participants. Nous sommes les clubs les plus zen parce que cette recherche a été faite par notre club winner qui sont y compris des étudiants master recherche mathématiques, en sciences de l'éducation et en physique-chimie. Mais notre innovation pédagogique est intéressante pour améliorer l'éducation, notamment à Madagascar. Imaginez un peu, 100% des élèves sont inscrits à l'épreuve du BPC et 100% réussis chaque année. Merci de votre aimable attention.